Gilles Kepel, on est sur CNews et Europe 1. Vous évoquez dans votre livre notamment l'après 7 octobre. Emmanuel Macron au Maroc, on a reparlé. On se rappelle qu'il avait évoqué la semaine précédente la barbarie que semait, selon lui, Israël dans sa riposte armée. On va juste écouter ce qu'il a dit au Maroc, qui était assez différent quand même. Et puis vous allez nous dire ce que signifie cette évolution sémantique du président de la République. Le 7 octobre 2023 a constitué une attaque d'une barbarie particulièrement atroce perpétuée par le Hamas contre Israël et son peuple. Et Israël a le droit de défendre son peuple contre une telle menace. La France y a perdu 48 de ses enfants et 2 de nos compatriotes comptent encore parmi les otages retenus à Gaza. Mais rien ne peut justifier pour autant le bilan humain désastreux à Gaza et la souffrance que connaissent les populations civiles. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. Voilà pour l'évolution du discours d'Emmanuel Macron en à peine 5 jours. Première déclaration le 29 octobre, l'autre le 24 octobre. Gilles Kepel, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a d'abord le soutien de l'ensemble des États occidentaux à Israël après le 7 octobre, et qui a été massif. Bon, l'Espagne à un moment a flanché, disons, mais pour le reste, non. Mais la France est-elle en train de flancher ? Alors, je crois que c'est un peu différent, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est outre le fait que, d'une part, le gouvernement de M. Netanyahou a remporté des succès militaires qui, à mon avis, sont tactiques plutôt que stratégiques. C'est-à-dire, pour le faire court, Nasrallah et Sinwar ont été liquidés. Ce qui a permis aussi au Mossad de laver son échec total le 7 octobre, n'avoir pas anticipé l'attaque, puisque Netanyahou ne voulait pas en entendre parler et pensait que Hamas aboierait mais ne mordrait jamais. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a eu la deuxième phase. D'abord, les 43 000 morts à Gaza, qui ne sont pas tous des civils, mais il y en a majorité. C'est le bilan du Hamas, qui est communiqué par le Hamas. Voilà. Mais enfin, bon, personne ne le conteste dans les faits, si vous voulez. La contestation, c'est combien de civils, combien de militaires. Bien entendu. Et le fait qu'aujourd'hui, Gaza est un no man's land, si vous voulez. Là, il y a un énorme problème qui se pose. Sur l'évolution sémantique du président. J'y arrive. Et surtout que l'offensive est passée au Liban. Le Liban qui fait bien sûr réagir beaucoup plus en France, parce que le Liban est un pays qui n'est plus entièrement francophone. Il y a une population francophone nombreuse. Les premières déclarations, les premières prises de bec entre Netanyahou et Emmanuel Macron, c'était à l'occasion du sommet de la francophonie. Et il me semble qu'aujourd'hui, une partie des dirigeants occidentaux, et même M. Biden, tant qu'il est au pouvoir, disent « on vous a soutenu à Israël, mais maintenant, ça va trop loin ». Ça va trop loin et on ne veut pas être otage de la volonté propre de M. Netanyahou de garder son poste, de gagner les élections, de ne pas aller en prison, sans se préoccuper des effets pervers de la situation. Vous avez vu que aujourd'hui, tout le Liban est à feu et à sang. Enfin, il est à feu et à sang dans le sud, mais surtout, vous avez 1 million de réfugiés qui sont en train de partir dans les autres régions, où on ne veut pas vraiment d'eux. Donc on a un ferment de guerre civile, comme l'a dit M. Lecornu, qui est aujourd'hui en train de naître au Liban, quelque chose qu'évidemment les pays occidentaux, la France notamment, et les pays de la région, veulent autant que possible éviter. J'entends, Gilles Kepel. C'est bien pourquoi... Je vous interpellais sur le mot barbarie. Oui, mais le mot barbarie, il a un sens. Et on voit bien que le président a voulu atténuer la portée de sa phrase sur Israël. Moi, je crois que c'est une question, comme je vous l'ai dit, plutôt de timing. Au début... La barbarie vue d'ici, c'était ce qu'avait fait le Hamas. Personne n'était enchanté de voir 40 000 personnes, 40 000 Palestiniens être tués. Mais d'une certaine manière, il y avait le sentiment que, sans discuter à ce moment-là des effets, il était compréhensible que Israël se défende. Aujourd'hui, il me semble que le changement de pied, le changement de verre, c'est que on considère, dans les pays qui ont soutenu Israël dès le début, que Netanyahou va trop loin, se tire lui-même une balle dans le pied et, si vous voulez, au fond, va aboutir à des objectifs opposés. Et moi, j'ai été très frappé ces derniers jours, en lisant la presse israélienne et notamment Haaretz,
qu'un certain nombre d'Israéliens, d'intellectuels israéliens, commencent eux-mêmes, et donc les Palestiniens, à parler de génocide pour Gaza. Ce qui est quelque chose, si vous voulez, qui est... alors on peut dire c'est des gens de gauche, mais ça ne s'était jamais produit, et c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est assez préoccupant pour la manière dont M. Netanyahou est en train de gérer le conflit. Tout ça, en fait, est suspendu, par ailleurs, à l'élection américaine. Allez, tout changera. Voilà, absolument. Catherine, juste un mot sur Emmanuel Macron au Maroc, cette évolution sémantique là sur la barbarie, sur les actes du 7 octobre qui sont des actes de barbarie, et globalement sur ce voyage, comment vous le jugez? Mais moi, je crois que malheureusement, il y a eu la tâche Bellatar, là, mais qui a quand même caché que c'est quand même un succès pour la France et le Maroc qui étaient fâchés, qui se sont réconciliés. Et le roi a marqué, enfin évidemment, la grande réconciliation, ça a été fin août, cette lettre du président qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental, qui était une chose essentielle pour le roi. Après presque 7 ans de brouille, et le roi du Maroc ne supportait pas que le président aille faire les yeux doux aux Algériens sans rien obtenir et en se laissant maltraiter par eux comme c'est pas possible. Et donc, là, ça a été une réconciliation. Je crois que c'est la première fois que le roi est venu accueillir le couple présidentiel français au bas de l'avion. Il ne l'avait pas fait pour les présidents précédents. Et il y a eu quand même toute une organisation de l'arrivée dans la ville, avec beaucoup de gens sur le passage. On s'arrête pour serrer des mains, des embrassades. Enfin, tout est fait pour communiquer à la France la chaleur du pays marocain. Donc, voyage réussi. Ne devait rien au climat. Donc, et voyage réussi, parce que quand même, le roi et le président ont signé 10 milliards d'accords, et ça ne sera pas comme les accords en Algérie, où on signe, et après, quand les ministres vont pour continuer de signer, on les renvoie chez eux, on les amène au cimetière pour voir la tombe de Roger Hanin et ils repartent sans rien d'autre, il ne se passe plus rien. Donc là, quand le roi et le président signent, voilà, et quand M. Pouyanné vient lui-même, d'abord ça avait été monté avant le voyage, et puis il y a eu aussi une réunion avec des chefs d'entreprise où il y a en suspens peut-être encore des accords jusqu'à 10 milliards. Donc je crois qu'aujourd'hui, voilà, et en tous les cas ça a été pour les Franco-Marocains ou les Français qui vivent au Maroc, ça a été un voyage qui leur a mis un peu de baume au cœur.